Topaz Gigapixel, Topaz Bloom, Topaz Denoise, en passant par Topaz Sharpen ou encore Flux Context et Nano Banana. Tout ça dans Photoshop 2026. Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo consacrée à toutes les nouveautés de Photoshop 2026. Adobe vient donc de lancer officiellement Photoshop 2026. Alors j'arrive un peu après la guerre, plein de vidéos sur YouTube parlant de Photoshop 2026 sont déjà sorties la semaine dernière, mais vous me connaissez, j'aime bien tester les choses en profondeur avant d'en parler. Et donc je vais certainement vous révéler des choses que vous n'avez pas vues encore dans les autres vidéos, notamment à la fin de cette vidéo où on va quand même parler des crédits génératifs parce que c'est bien joli de vanter tout ça, mais ça a un coût, pas des moindres non plus, donc on en reparlera à la fin. Commençons donc par ces nouveautés dopées à l'IA, mais aussi des outils classiques qui ont été améliorés et qui vont faciliter notre flux de travail. Beaucoup de ces nouveautés étaient déjà présentes dans la bêta, mais maintenant donc elles sont passées dans la version officielle. Alors, on commence tout de suite par les fonctionnalités phares de cette nouvelle version qui, au passage, est la version 27, Photoshop 2026, mais version 27. Il faut s'y faire, ça fait des années que j'ai du mal avec ça, mais c'est comme ça. On rentre dans le vif du sujet avec donc l'intégration des modèles externes à Photoshop. Donc Adobe a compris que la course à l'IA était une course folle et que beaucoup d'autres logiciels proposent des meilleurs algorithmes que l'IA d'Adobe, que ce soit Sensei ou Firefly. Et donc, plutôt que de risquer de se voir dépassé par tous ces modèles concurrents, eh bien, Adobe a décidé de créer des partenariats avec les différentes marques. Et donc, vous allez pouvoir utiliser certains plugins de Topaz sans nécessiter d'avoir le logiciel Topaz, ainsi que les IA tels que Flux Context ou encore Nano Banana. Alors, quelle différence ça fait? Eh bien, allons-y tout de suite. On commence par le remplissage génératif. Donc pour ça, je crée une sélection ici sur cette photo d'un footballeur que j'ai photographié à la gare de Mons. Voilà, j'entoure le sac ici au lasso et je viens ici donc dans la fenêtre contextuelle venir taper un prompt. Donc je vais demander donc de remplacer le sac par un ballon de football. Donc, remplace le sac par un ballon de football. Vous voyez qu'à droite de la fenêtre de prompt, vous avez FI indiqué. FI, c'est donc Firefly. Et si vous cliquez sur l'icône, vous allez voir donc apparaître les nouveaux modèles disponibles. Donc, on est actuellement dans Photoshop 2026 dans le modèle Firefly Image 3, qui n'est pas le dernier modèle de Firefly si vous allez directement sur le site d'Adobe Firefly. Mais bon, en tout cas, c'est la dernière version qui date maintenant d'octobre 2024. Firefly Image 1, donc ça c'est vraiment le tout premier modèle. Et on a maintenant donc l'apparition de modèles partenaires, Flux Context Pro et Gemini 2.5, connu aussi sous le nom de Nano Banana. Donc on va un petit peu comparer les résultats. Je clique sur Générer. Un nouveau calque vide se crée ici par-dessus mon arrière-plan. Et nous avons trois versions qui ont été générées donc par Firefly. 1, 2, là il m'a remis un sac et là le ballon est dans le sac. Donc il n'a pas très bien compris ce que je voulais et la résolution est pas terrible. Eh bien, on va recliquer sur générer, mais cette fois, avant de cliquer sur le bouton, on va changer de modèle et on va essayer Gemini Nano Banana qui va lui ne générer qu'une seule version. Donc les modèles partenaires Flux et Nano Banana ne vont générer qu'une variante. Voilà, et lui également, donc il m'a mis le ballon sur le sol, il a gardé le sac, donc peut-être que je devrais être plus précis dans mon prompt en lui disant de supprimer le sac. Alors, vous remarquerez d'ailleurs également au passage qu'il y a un décalage dans l'image, les pixels sont décalés, je vous montre avant, après. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et on va voir donc avec Flux. Alors en général, c'est Nano Banana qui génère les meilleurs résultats, mais voilà, il y a des cas spécifiques où vous verrez que Flux se révèle supérieur. En tout cas, lui, il m'a le mieux compris, puisqu'il a réussi à enlever le sac et le ballon est en assez bonne résolution, hein. On arrive à bien lire le chiffre 25 qu'il a reproduit. Regardez par rapport aux autres modèles, donc Nano Banana et Firefly. Même si le 25 ici,
j'en suis pas fan, rien de plus simple, on va entourer la zone et demander de supprimer. Mais avant de supprimer, je vais vous montrer justement une des forces de flux contexte, c'est le remplacement de texte. Donc je vais lui demander, au lieu de 25, de taper mons, par exemple. Remplace le chiffre 25 par le mot mons. Voilà. Généré. Comme vous pouvez le constater, c'est la même police d'écriture et c'est parfaitement lisible. Maintenant, on va supprimer le mot simplement. J'enlève la partie du prompt, remplace le chiffre, supprime le mot mons. Généré. Et voilà. Et comme vous pouvez le constater, il n'a quasi pas changé la forme polygonale rouge derrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, je vous montre encore un autre exemple. Imaginons maintenant que, au lieu du smartphone, j'aimerais que ce jeune homme tienne en fait la Coupe du Monde dans ses mains. Donc maintenant, on va repartir de la photo originale. Alors, vous êtes obligé de toujours créer une sélection pour que le modèle fonctionne. Donc, si vous voulez taper une commande générale, comme je viens de le dire, il suffit de faire commande ou contrôle A pour sélectionner toute l'image. Et du coup, vous aurez accès au remplissage génératif. Donc, on va commencer avec Banana. Et donc, on va lui demander, remplace le smartphone que le sujet tient entre ses mains et remplace-le par la Coupe du Monde de football. On choisit le modèle et on clique sur Générer. Et voilà, c'est pas mal du tout. Alors la résolution, c'est moyen. Vous voyez que c'est pas super détaillé. Et vous voyez également qu'il a un peu déformé l'image, ce qui a donc créé ici une cassure. D'ailleurs, vous pouvez constater ici la différence de résolution qui est vraiment pas terrible. Alors, on va faire la même chose avec Flux Contexte cette fois. Sinon, au niveau du réalisme de la coupe et la position des mains et tout ça, c'est vraiment pas mal. Alors là, la Coupe du Monde, elle est vraiment rikiki, hein. Donc, on se demande plutôt ce qui tient. On dirait un rouleau. Alors, on va essayer d'être plus spécifique peut-être par un trophée. Voilà, et on reteste. Là, c'est déjà plus réaliste. Et contrairement à Nano Banana, regardez si j'active ou désactive, vous voyez que le reste de l'image, par contre, là, ne change pas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'ai remarqué qu'avec Flux Contexte, il comprend pas toujours ce qu'on veut lui dire, mais par contre, il a tendance à moins bouger l'image. Après, avec Nano Banana, vous pouvez toujours jouer avec le masque de fusion. Mais par exemple, si je reviens ici sur Nano Banana et que vous avez un décalage comme ici, vous pouvez toujours venir intervenir sur le masque de fusion en augmentant par exemple le contour progressif, même si ici ça va pas trop fonctionner, ou simplement venir compléter le masque au pinceau, voilà, au pinceau et rafistoler comme ça un peu les décalages. Alors, Nano Banana peut faire donc déjà pas mal de choses, mais je vais vous montrer encore d'autres utilisations de ce nouveau modèle qui permet vraiment d'accomplir des tâches impossibles dans Photoshop. Donc, si par exemple ici, imaginons que je veuille que cette dame regarde droit devant elle. Ça, c'est quasi impossible à faire dans Photoshop. Eh bien, regardez, on va tout sélectionner puisqu'il faut d'office une sélection pour que on puisse faire ce remplissage génératif. Commande ou contrôle A, remplissage génératif. Google Banana est bien sélectionné et j'ai déjà fait le prompt. Voilà. Tourne la tête du sujet de manière à ce qu'elle regarde droit devant elle sans modifier quoi que ce soit au reste de la photo. Donc ça, c'est souvent important de spécifier, de ne pas modifier les autres choses. Ou sinon, il a tendance à se permettre un peu trop de liberté. On clique sur Générer. Et voilà. On a donc une seule variante, mais franchement, alors effectivement, l'image a un peu bougé, mais quand même, c'est assez bluffant. Donc, évidemment, vous ne connaissez pas le modèle, mais je vais vous montrer des photos de cette dame. Voilà, donc la photo. Et regardez, là, c'est la vraie photo, son vrai visage. Et vous pouvez reconnaître quand même qu'il n'y a pas une grosse différence, hein. Alors, autre chose que l'on peut faire, c'est changer carrément la perspective d'une photo, faire en sorte qu'elle a été photographiée du haut, par exemple.
Donc pour ça, je fais commande ou contrôle A pour tout sélectionner, remplissage génératif, et j'ai déjà copié un prompt. Donc change la perspective comme si c'était une vue d'en haut à 45 degrés. Hop, généré. Voilà, bon là il a changé la direction, mais regardez, je l'avais fait déjà auparavant, avant, après. Je pense que vous serez d'accord de dire que c'est assez bluffant tout de même. Alors, prenons encore autre chose que Nano Banana peut faire. Imaginons que je veuille changer les vêtements de ce personnage. Alors pour ça, je vais agrandir l'image parce qu'en fait, les modèles Nano Banana ou Flux Context ne permettent pas encore d'utiliser des images de référence comme on peut le faire dans les modèles en ligne de ces IA. Donc ce qu'on va faire, c'est d'agrandir le cadre de la photo pour ajouter des éléments, par exemple ici à sa droite. Comme ça, en fait, ici, cette zone ne contiendra pas les vêtements que je vais venir placer dans l'image. Donc, je vais les placer dans la zone vide, voilà, et je vais venir chercher donc deux tenues de sport. Voilà, je les glisse ici, hop. Alors, je vais peut-être enlever le logo. Alors, la taille n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour que vous voyez bien. Voilà, hop, je les mets là. Et la basket Adidas, donc il va être complètement habillé en Adidas. Je vais juste effacer le logo parce que j'ai peur qu'il en fasse n'importe quoi. Donc je pixelise le calque. Hop, petite sélection et delete. Voilà. Donc maintenant on va prompter. Je fais commande ou contrôle A, remplissage génératif. Et là j'ai également déjà testé. Change les vêtements du sujet en utilisant les vêtements de sport à droite de l'image. Donc sans lui avoir dit au départ, en utilisant les vêtements de sport à droite, etc., il m'avait changé les vêtements, mais il s'en était pas inspiré. Donc apparemment, en étant plus précis, on obtient de meilleurs résultats. Regardez, générer. Et voilà, avant, après. Et donc maintenant, je peux venir recroper l'image de manière à ce qu'on ne voit pas les vêtements dont il s'est inspiré, mais vous reconnaîtrez quand même que c'est assez bluffant même s'il a un peu changé des caractéristiques de la photo, hein. Mais regardez les vêtements, hormis quelques petites différences de logo ici sur le t-shirt, mais le pantalon, les baskets, etc., c'est quand même bluffant. Ça va nécessiter des heures de travail dans Photoshop sans garantir d'arriver à un aussi bon résultat. Dernière nouveauté concernant toutes ces histoires de développement génératif, c'est que désormais, depuis l'écran d'accueil, ici, en cliquant sur la maison, vous avez un historique des générations que vous avez fait. Je parle donc des générations d'images ici. Donc, en utilisant la fonction générer une image avec Adobe Firefly, vous allez retrouver l'historique désormais. Donc, depuis cet onglet, bon, moi je n'ai rien généré, mais voilà. Si vous êtes fan de ces fonctions, eh bien, vous allez pouvoir retrouver tout l'historique, ce qui vous facilitera le flux de travail. Donc voilà en ce qui concerne donc cette possibilité maintenant d'utiliser le remplissage génératif avec ces nouveaux modèles qui produisent, il faut le reconnaître, de bien meilleurs résultats en général que Firefly. Alors comme justement on n'a pas beaucoup de détails dans ce qui est généré avec l'IA, eh bien c'est le moment de vous parler de l'autre nouveauté, donc l'intégration de Topaz dans plusieurs fonctionnalités, dont celle d'ajout des détails. Donc pour ça, je zoome dans mon image. Alors, on va créer une copie fusionnée, ce sera plus simple. Je vais me débarrasser de ces générations-là. Et on va aller tout simplement donc dans Filtre, où vous allez retrouver désormais deux nouveaux filtres. Réduction du bruit par l'IA et accentué par IA. Alors ici, au niveau bruit, ça va, mais c'est vraiment au niveau détail qu'il y a un souci. Eh bien, filtre, accentué par IA, qui va faire appel donc à Topaz Sharpen, pour ceux qui connaissent. J'ai d'ailleurs ce logiciel installé sur mon ordinateur, ce qui va nous permettre de comparer si c'est aussi qualitatif que de le faire dans le logiciel directement. Donc, on clique sur accentuer. Vous voyez que ici, par contre, on n'a pas de possibilité d'intervenir sur quelque réglage que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé une copie fusionnée, puisqu'il va s'appliquer directement sur l'image. Je pense qu'on aurait pu le convertir en objet dynamique et l'appliquer en tant que filtre dynamique. Et voilà, on est à 100% et on va faire un petit avant
Après, bon, certes, il y a plus de détails, mais c'est pas terrible, hein. Si je zoome un peu plus fort, vous allez voir que voilà, ça a créé blindé d'artefacts. Donc, c'est clairement pas exploitable. Après, il faut reconnaître également que la photo à la base ne présente pas suffisamment de définition, mais là, il n'a pas fait un bon job. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec Topaz Sharpen en tant que programme indépendant. Donc, je vais faire une copie fusionnée. Et ici, dans mes filtres, j'ai accès donc à Topaz Labs, Topaz Sharpen AI. Donc ça, évidemment, j'ai acheté les logiciels de Topaz, hein. La version que vous avez dans Photoshop, elle est intégrée dans Photoshop. Vous n'avez pas besoin d'avoir le logiciel. Par contre, ça va consommer des crédits. On en reparlera plus tard. Donc voilà, on est dans l'interface ici de Sharpen AI et on va venir voir si on arrive à obtenir un meilleur résultat. Bon, grosso modo, il a un peu du mal avec tous les modèles. On a évidemment la possibilité de choisir différents modèles. Donc ici, je suis sur Out of Focus. Alors, c'est pas very noisy, c'est plutôt very blurry, très flou. Voilà. Et là, vous voyez les détails générés ne sont vraiment pas bons. Donc là, je vais annuler, cancel, close without saving. Ce dont je n'ai pas tenu compte, c'est qu'en fait, lorsque j'ai demandé à Flux Context de régénérer le joueur de foot avec la coupe de football, il a tout régénéré, ce qui fait que les générations ne sont pas en haute résolution. Et si on vient voir le fichier original, vous voyez qu'à la base, j'avais quelque chose de beaucoup plus défini. Donc ce n'est pas la photo qui était floue, c'est la génération. Tenez bien compte de ça lorsque vous régénérez en ayant fait une sélection globale comme je l'ai fait, eh bien forcément vous allez perdre en qualité. Donc ce n'est pas idéal de faire ça sur l'entièreté de l'image. Donc ce qu'on peut faire ici pour que la qualité soit tout de même suffisante, on va juste conserver la coupe. Donc ce que je vais faire, c'est reprendre le prompt, voilà, et cette fois je vais plus le faire globalement, mais uniquement localement. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà également fusionner tous ces calques-là, puisque le ballon, j'en suis satisfait. Donc, commande, CTRL E. Je crée une sélection de la zone où je veux le trophée. Voilà, comme ceci, grosso modo. J'ajoute un peu en maintenant Shift, pour être certain qu'il a suffisamment d'espace tout de même. Et donc là, je viens dans mon prompt. Je reprends Flux Context qui m'avait donné un assez bon résultat. Et on va lui demander donc de régénérer juste localement cette partie-là. Alors, il est un peu rikiki. On va zoomer. Par contre, la qualité, vous voyez, de détail est assez bonne. Donc, pourtant, il a suffisamment de place. Je vais un peu déplacer la sélection vers le haut. Peut-être que là, du coup, il va mieux comprendre qu'il peut occuper plus d'espace. Je reviens sur le prompt. Hop là, donc il fait une copie puisqu'en fait, j'ai déplacé la sélection de base. Alors, décidément, il persiste dans son idée de me générer un petit trophée. Donc, on va essayer d'être plus précis. On va simplement mettre grand. Un grand trophée de football. Voyons voir si ça lui suffit comme indication. Donc, comme vous pouvez le constater, évidemment, tout ça est fort aléatoire, hein. Ça ne l'inspire pas plus. Donc, on va être vraiment précis par un trophée de football. Allez, d'une hauteur de 50 centimètres, on va dire. Hop. Alors, est-ce qu'il est plus gros? Mais il est un peu plus gros. Mais c'est pas encore 50 centimètres, hein. On va lui mettre 100. Bon, après de multiples essais, il s'entête à générer une petite coupe. Donc là, je ne vais pas insister plus. Comme vous le voyez, donc c'est très aléatoire et ça peut être compliqué. Il faut être hyper précis dans son prompt, sans garantie de résultat en plus. Mais je persévère ici avec Flux Context parce que, comme vous pouvez le constater, la définition est vraiment bonne par rapport aux autres modèles d'IA. Donc, tout ça donc pour tester au final cette fonctionnalité de Topaz Sharpen, mais donc cette fois à partir d'une image qui possède une meilleure définition. Alors, on notera au passage qu'elle mériterait d'être débruitée. Donc, peut-être que l'on peut essayer de d'abord la débruiter et puis repasser dans Sharpen parce que c'est plus souvent pertinent de renforcer les détails après avoir débruité. Parce que en accentuant des détails d'une photo bruitée, vous allez au final accentuer le bruit. Donc on va aller dans Filtre,
Et au lieu de lancer accentué par l'IA, on va d'abord passer par réduction du bruit par l'IA. Hop. Utilisation de Topaz Denoise, c'est le même type de fenêtre que Topaz Sharpen, il n'y a aucune option et on laisse faire le job. Prenez bien soin de dupliquer le calque avant puisqu'il l'applique directement sur le calque sélectionné. Alors à noter que c'est lent, vraiment très lent, hein. En interne dans Photoshop, Topaz, chez moi ça prend une blinde. J'ai évidemment accéléré la génération, mais je peux vous garantir que j'ai attendu au moins une minute. Voili voilà. Donc a priori le job est pas trop mal, même si je vois des trucs. Je vais venir regarder d'ailleurs au niveau de la coupe. Ouais, c'est pas trop mal. On va voir si Topaz Denoise logiciel peut faire mieux. Donc on va déjà renommer celui-ci pour pas confondre. Donc c'est le filtre Topaz Denoise. Hop, et là je vais repartir de l'original. Commande ou CTRL J pour dupliquer. Et là, Topaz Denoise AI en tant que logiciel. Alors, il faut savoir que Topaz Denoise AI n'est plus supporté par Topaz. Ils ne mettent plus à jour ces versions et donc depuis 2025, le fichier qu'on envoie dans Topaz Denoise ne revient pas automatiquement dans Photoshop. Donc, il faut utiliser à ce moment-là soit Topaz Denoise en externe complètement en dehors de Photoshop, soit Topaz Photo AI qui inclut le modèle Denoise dedans. Donc, on va plutôt privilégier cette option-là. Mais comme ça, vous comprenez pourquoi je le fais plutôt dans Topaz Photo AI. On va désactiver le modèle autopilote pour se concentrer uniquement donc sur le denoise. Donc je viens ici sur Add Enhancement et denoise. On va décocher Sharpen. Et donc voilà le résultat. Donc j'ai désactivé le Sharpen qui voulait appliquer automatiquement. On va voir après en individuel. Donc voilà le résultat en automatique. On clique ici sur Export to Adobe Photoshop. Et du coup, ça devrait mettre à jour notre calque dans Photoshop. Voilà ce qui est le cas. Donc, on va zoomer plus fort jusqu'à 500% pour bien voir les pixels. Donc, avant, après Photo AI, donc denoise dans Photo AI. Et le filtre Topaz Denoise. Donc, c'est pas terrible non plus avec Photo AI, juste qu'on a plus d'options évidemment dans le logiciel complet. Donc maintenant, on va appliquer cette fois le Topaz Sharpen sur le denoise avec le filtre. Donc filtre Sharpen AI, filtre accentué par IA, utilisation de Topaz Sharpen, accentué. On va prendre un petit café parce que ça prend une minute au minimum. Voilà, alors je vois beaucoup d'artefacts, hein, du bruit qui est réintroduit. Vous voyez des pixels verts qui n'ont rien à faire là. Commande 0. On fait la même chose cette fois sur la version Topaz Denoise AI plus donc Sharpen AI qui lui fonctionne encore en tant que module externe. Donc filtre Topaz Lapse Sharpen AI. Voilà, on va venir zoomer sur le visage. Les modèles se mettent à jour très rapidement, contrairement au plugin de Photoshop, et donc on peut choisir différents modèles. Alors, on peut également appliquer le modèle IA automatique, mais là, du coup, on ne peut pas être en fenêtre multimodale. Donc, on va cliquer ici pour voir qu'est-ce qu'il choisit. Il choisit Motion Blur Very Noisy. Ça me semble vraiment pas très pertinent. C'est son choix. On peut le changer évidemment. Donc je vais plutôt essayer Out of Focus. Maintenez appuyé, il se met à jour. Alors on a Out of Focus. On a également Too Soft. Oui, ça m'a l'air mieux, plus naturel en tout cas. Appliquer. Ici, comme je vous l'ai dit, ça va revenir dans Photoshop. Et donc, on va comparer les deux modèles. Donc là, c'est Topaz en tant que plugin externe. Et là, c'est le filtre automatique de Photoshop. Bon, on a quand même vachement des artefacts, alors que là, c'est quand même moins renforcé, mais beaucoup plus naturel. Donc, en conclusion de mes premiers tests, et c'est pas la seule photo que j'ai testée avant cette vidéo,
Ces filtres-là, pour moi, maintenant intégrés dans Photoshop, c'est une belle promesse, mais honnêtement, je trouve pas qu'elle tient particulièrement la route. Il y a quand même une nette différence de possibilités de personnalisation des réglages, etc., qui manque cruellement en utilisant le modèle automatique, hein. Nouveauté suivante, Photoshop 2026, c'est l'amélioration de la sélection du sujet et par conséquent de la fonction supprimer l'arrière-plan, qui est en fait l'inverse de la sélection du sujet. Adobe annonce que donc, désormais, utiliser la sélection du sujet sur le périphérique donne de meilleurs résultats qu'avant. Eh bien, on va vérifier comme toujours. Donc, juste pour rappel, je vous recommande déjà depuis pas mal de temps d'utiliser plutôt la sélection du sujet basée sur le calcul dans le cloud, qui donne de meilleurs résultats, comme je l'ai déjà démontré dans d'autres vidéos. Donc, on va comparer maintenant ce qu'Adobe affirme. Donc, sélection du sujet sur le périphérique qui est sensiblement améliorée. Voilà. Je clique sur sélectionner un sujet et pour voir en action, on va créer un masque et appliquer donc un fond blanc en arrière-plan. Donc, je crée un calque de couleur unie, blanc, voilà, qu'on va placer en dessous de notre détourage. C'est pas terrible, terrible. Donc ça, c'est sélection du sujet sur le périphérique, donc sur l'appareil, donc sur l'ordi. Et on va dupliquer, commande J, je jette le masque à la poubelle. Et celle-là, ça va être donc réalisé dans le cloud. On va voir ce que ça donne. Donc je change le paramètre, nuage, sélectionner un sujet. Hop, on crée un masque, je désactive temporairement l'autre et on va regarder. On a déjà beaucoup plus de rayons, hein, regardez. Version ordi, vous voyez, il y a même, je sais pas quoi là, un truc derrière la selle. Les rayons sont beaucoup moins pris en compte. Et ici, c'est déjà beaucoup mieux. Donc, ma recommandation de toujours faire vos sélections de sujets dans le cloud reste valide. Ce n'est pas encore au niveau de cette dernière. Alors, pour voir s'ils ont quand même fait une amélioration, on va regarder dans Photoshop 2025, puisque je l'ai laissé encore également installé sur ma machine. Donc, je vais dans Photoshop 2025, je fais sélectionner un sujet sur l'appareil. Vous voyez que d'ailleurs, ils ont changé les noms, c'était appareil et cloud. Maintenant, c'est périphérique et nuage. Nuage, ça fait vraiment bizarre. Enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, je fais sélection du sujet. On vient créer un masque. Oui, effectivement, j'ai même pas besoin de venir mettre le calque de couleur uni derrière parce qu'effectivement, là, c'était vraiment pas bon du tout. Donc, j'ai même pas besoin de les mettre en comparaison. Je pense que c'est assez parlant de soi-même. Je vais tout de même tester avec le cloud cette fois. Donc, je supprime le masque, on recommence et on va voir donc les deux résultats cloud, s'il y a eu une évolution ou pas. C'est pas spécifiquement annoncé par Adobe, mais tant qu'on y est, allons vérifier ça. Ah, là, on voit déjà que la sélection est meilleure. OK. Je viens créer un calque de couleur unie en dessous. Vous remarquerez au passage que les calques de réglage ont un ordre modifié dans la version actuelle. Donc, couleur unie, du blanc. Hop. Et on vient le mettre en dessous. Voilà. Alors, on va mettre les deux côte à côte. 2025 à gauche, 2026 à droite. Donc, on va zoomer à 300% dans les deux. Les mêmes défauts ici. OK. Checkons la roue droite. Donc, c'est exactement pareil, hein. Il n'y a pas eu d'amélioration de l'algorithme cloud. D'ailleurs, ce n'est pas spécifié par Adobe hein, qu'ils ont amélioré l'algorithme. Donc, la seule chose qu'ils ont fait, c'est améliorer l'algorithme de la sélection de sujets sur l'ordinateur. Mais bon, ça reste quand même en deçà de la sélection du sujet sur le cloud. Donc moi, je vous conseille de laisser cloud activé. Sachez juste que si vous n'avez pas d'accès à Internet, eh bien, la sélection sera désormais un peu meilleure que dans l'ancienne version. Alors, on va en profiter qu'on a créé cette sélection pour vous parler de l'autre nouveauté qui est la fonction harmoniser. Pour ça, je vais ouvrir une photo de paysage, voilà, de la gare de Mons. Je viens prendre le calque avec sa sélection, hop, et on vient le placer là. Vous voyez que la lumière ne correspond pas du tout à l'environnement.
eh bien, on va aller donc cette fois chercher la fonction harmoniser qui se trouve ici dans la barre contextuelle. Je vous rappelle que si vous ne voyez pas la barre contextuelle, il suffit de faire un clic droit, afficher ou masquer cette dernière. Donc un clic droit dans l'espace vide autour de la photo dans Photoshop, hein. Donc, harmoniser en un clic, il nous génère trois variantes. Un, 2, 3. Donc, comme vous pouvez le constater, il a légèrement refroidi le personnage et il a ajouté une ombre portée au sol pour le rendre plus réaliste. Même si je dois reconnaître qu'ici la différence n'est pas super flagrante, je vais recliquer sur Générer pour voir si il nous propose d'autres variantes. Un, 2, 3. Alors, comme vous pouvez le constater, la fonction harmoniser a le défaut d'être en plus faible définition que la version originale. Si je désactive le masque, vous voyez bien ici que la garde-monstre est beaucoup moins nette que dans la photo d'origine. Donc, on va utiliser cette technique qui consiste à upscaler, donc à agrandir l'image à l'aide des partenaires externes désormais disponibles qui sont Topaz Gigapixel et Topaz Bloom. Donc pour ça, on va dans Images et on choisit Agrandissement génératif. Et comme vous pouvez le constater, on a différents modèles. Par défaut, c'est le Firefly Upscaler, modèle traditionnel. Et on a deux nouveaux modèles, donc Topaz Gigapixel, qui en général se contente juste d'agrandir l'image sans modifier l'apparence de la photo, et Topaz Bloom qui lui se permet d'être plus créatif en fonction d'un curseur de créativité et qui peut donc inventer des détails, mais aussi donc changer le visage, par exemple, du personnage, etc. Donc on va commencer par Topaz Gigapixel. Alors, comme vous pouvez le constater, vous avez deux niveaux de zoom avec une limite, voilà, que je viens ici de dépasser, une limite qui est de 56 mégapixels. Donc ici, dans ce cas-ci, la photo de base est pour lui trop grande, donc vous pouvez aller jusqu'à un maximum 56 mégapixels, c'est-à-dire grosso modo dans les 8000 pixels sur le bord le plus large. Donc ici, en deux fois, ça devrait aller. On a la possibilité de la récupération du visage. On va tester. Agrandir. Hop. Alors, vous voyez, la génération est lancée. Ça va nous ouvrir la version agrandie dans un nouvel onglet, dans un nouveau document. Donc, OK. Comme je vous le disais, il nous a ouvert un second document appelé échelle, le nom du fichier Topaz Gigapixel, deux fois. Et donc, on va venir glisser ce document dans notre autre photo. Hop. Et on va le transformer. Commande ou contrôle T pour activer l'outil transformation. Et donc, comme il l'a agrandi deux fois, on va se mettre à 50%. Voilà, ce qui devrait remettre le fichier à son échelle originale. Et on va donc l'aligner. Hop. On va vérifier donc en passant le calque en mode de fusion différent, ce qui permet de vérifier l'alignement. Voilà, on n'est pas juste, donc on va baisser jusqu'à ce que voilà, ça devienne noir, le plus noir possible, donc en tout cas pour le personnage. Donc c'est logique qu'on voit certaines différences puisque les pixels ont quand même été réinventés puisque j'ai dit, j'ai autorisé à reconstituer le visage. Donc on repasse en mode de vue normal et donc on va faire un petit avant après et vous voyez donc l'amélioration dont je vous parlais. On va aller voir au niveau par exemple des baskets avant après. Donc effectivement les baskets maintenant présentent un peu plus de détails. Alors à la base la photo n'est pas super nette, hein, mais vous voyez que cette technique permet d'améliorer les détails, mais évidemment là du coup c'est l'entièreté qui a été régénérée alors que nous, on a les pixels originaux dans cette version de base ici. Donc, il nous suffit ensuite de déplacer le masque ici, sur cette photo-là, voilà, et cacher ce qui a été généré auparavant pour avoir donc un meilleur résultat. On va zoomer. Alors, évidemment, il faut bien vérifier l'alignement avant, après. Donc là, on a le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on a les pixels originaux de l'environnement et le personnage agrandit et puis rétrécit, ce qui augmente donc le niveau de détail. Donc voilà, je trouve une astuce vraiment utile. Merci Colline. On va tester le second modèle qui s'appelle Bloom.
Donc pour ça, on va repartir de la version de base. Et je vais donc dans le menu Images, agrandissement génératif. Et cette fois, on choisit Topaz Bloom. Mais là, comme vous pouvez le constater, il y a un petit signe attention qui me signale qu'en fait, mon image dépasse 9 mégapixels. Donc, essayez une échelle plus petite ou réduisez la taille de l'image. Donc ça, c'est un inconvénient avec Bloom. Ça sert surtout à upscaler, donc agrandir des photos en très basse définition, puisque là, 9 mégapixels, c'est vraiment très peu. Alors, vous pouvez faire la modification ici directement en cliquant sur le lien Ouvrir dans taille de l'image, ce qui vous ouvre la fenêtre, qui vous permet de le redimensionner. Mais moi, je vais procéder autrement pour utiliser la même technique que celle que j'ai apprise de Colin Smith de Photoshop Café, à savoir donc aller d'abord agrandir l'image dans un autre document et puis la réintroduire dans le document original. Donc pour ça, je vais faire une copie du document, donc une copie fusionnée de tout. Donc je fais commande ou contrôle A pour sélectionner toute l'image. Je vais dans édition, copier avec fusion. Je fais commande ou contrôle N pour ouvrir un nouveau document. Vous voyez qu'il a mémorisé ce qui était dans le presse-papier. Je vérifie juste bien en couleur RGB, 16 bits et le même profil colorimétrique que j'utilise habituellement. OK, créer et commande V. Voilà. Donc là, j'ai une copie fusionnée. Je peux faire commande ou contrôle E pour n'avoir plus qu'un arrière-plan. Donc maintenant, comme le facteur d'agrandissement maximal via Topaz intégré dans Photoshop, c'est 4 fois, je vais réduire cette image de 4 fois sa taille originale. Donc, on retourne dans Image, agrandissement génératif. Ici, il va me dire que c'est trop grand, en 2 fois. Cette fois, j'utilise le lien, ouvrir dans taille de l'image. Et comme je ne suis pas très bon en maths, je ne vais pas m'amuser à compter les pixels. Je mets les valeurs en pourcents. Alors, si vraiment vous n'êtes pas bon en maths, vous pouvez même mettre 100 divisé par 4, même si là, on sait que c'est 25%. Mais sachez que vous pouvez faire des opérations mathématiques dans les fenêtres de dialogue de Photoshop. Donc, là, maintenant, on aura 640 fois 427, donc ça devrait aller. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment petit, mais ne vous inquiétez pas. Bloom va faire le job. Donc, je retourne cette fois dans Images, agrandissement génératif, et cette fois, normalement, voilà, il ne devrait plus broncher. Si je mets 4 fois, je vais obtenir au final la même définition de l'image d'origine. Créativité, il est sur 5, donc au milieu. Je vais faire 3 générations et vous montrer le résultat. Donc, je vais en faire une avec 0, une avec 5 et une au maximum. Donc, je commence par 0. Alors, vous voyez que il nous indique une durée estimée à 1 à 3 minutes. Donc, ce sont toutes des opérations cloud qui nécessitent beaucoup de puissance côté serveur, mais qui du coup aussi mettent du temps, puisqu'il y a un upload du fichier, un download, etc., plus le temps de calcul. Donc voilà, notre première version avec la créativité à 0. Donc je peux déjà vous dire qu'il a changé pas mal le visage, mais vous voyez, le personnage est vraiment net. Donc on va se mettre en comparaison par rapport à l'original. Donc pour ça, le plus simple, c'est je vais copier juste la partie du cycliste afin d'avoir un point de comparaison. Donc, édition, copier, commande CTRL V. Voilà, je le mets à côté. Donc, voilà l'original et la version donc avec 0 au niveau créativité. Donc, vous voyez que même à 0, il se permet de fameuses libertés, mais grosso modo, vous voyez que quand même, il essaye de respecter pas mal d'éléments. Vous voyez la gourde ici, même si c'est devenu un peu un truc bizarre. Mais par contre, vous voyez le gain de netteté. Le visage n'est plus tout à fait le même, il y a un casque, il a changé un peu les couleurs, etc. Mais donc, ça peut être tout de même utile. On va voir la même comparaison, cette fois avec le facteur de créativité 5. C'est moi qui ai ajouté ce suffixe pour m'y retrouver. Sinon, Photoshop renomme juste le calque échelle Topaz Bloom avec le facteur d'agrandissement qui est bien de 4 fois. Voilà, donc là, on est sur du 5 en termes de créativité, donc l'autorisation de dévier du modèle original. Il est vrai que le visage du précédent, même s'il n'était pas pareil, il ressemble un peu plus quand même. Voilà, il y a certaines caractéristiques du visage qui sont un peu similaires. Et on va voir donc l'échelle à 10, avec la créativité à 10. Hop,
je colle. Voilà, changement plus drastique. Donc assez réaliste le visage, hein, mais bon, effectivement assez éloigné du modèle original. Donc vous voyez, c'est pas non plus des différences énormes, puisqu'à zéro, de toute manière, il change complètement la photo. Donc ici, on va partir du modèle à zéro pour le réintégrer dans la photo originale. Donc, je reviens ici, voilà, je fais commande A pour tout sélectionner. Édition, copier avec Fusion. Je reviens dans ma photo originale. Commande ou CTRL V. Vous voyez qu'il a changé évidemment aussi l'environnement, hein. La route qui est beaucoup plus nette, etc. Mais là, je n'en avais pas besoin puisque j'ai l'original. Donc, on va faire pareil. On va venir simplement prendre le masque du calque harmonisé, puisque je vous rappelle que lui a ajouté une ombre au sol. Hop, et on vient le coller ici. Alors, je vois que ici, dans le ciel, il y avait quand même des choses qui ne devaient pas s'y trouver. Donc, simplement, à ce moment-là, vous faites une sélection. Hop, comme ceci, au lasso rapidement. Voilà. Et vous remplissez de noir. Alt ou Option Backspace pour être certain de ne pas importer des éléments artificiels de l'IA. Donc ici, dans cette photo, au final, la seule chose qui est artificielle, c'est le cycliste. Mais donc, ça peut être utile si vous n'avez pas besoin d'une fidélité absolue du sujet original. Si votre but était de photographier un cycliste dans la rue, eh bien, au moins vous avez du détail plutôt qu'une photo ratée. Donc, ça pourrait se justifier en fonction de votre désir de correspondre à la réalité ou pas. Alors donc, ces deux modèles, Topaz Gigapixel et Topaz Bloom, existent évidemment en externe à Photoshop. Donc, j'ai Topaz Gigapixel sur mon ordinateur. Alors, je l'ouvre juste pour vous montrer les différentes options qui, évidemment, ici sont manquantes, même si ici, en toute franchise, ça a fonctionné pas trop mal. Voilà, vous voyez qu'ici, vous avez la possibilité d'upscaler de manière plus précise, hein, 1, 2, 4, 6 fois. Vous n'avez pas de limite imposée pour la définition du fichier de base. Et vous avez différents modèles, etc. C'est un peu comme dans les autres logiciels. Vous avez beaucoup plus de contrôle, mais ce contrôle a évidemment le prix du logiciel qui n'est pas gratuit. Et donc Topaz Bloom est un service en ligne qui vous permet donc, comme vous l'avez vu, de upscaler vos photos. Vous avez un essai gratuit, je viens de voir, donc vous pouvez tester évidemment ici directement. Et cette fois, voyons si on peut utiliser par exemple ces algorithmes introduits dans Photoshop pour agrandir un aperçu dynamique. Imaginons que vous avez perdu l'original. Donc comme vous le savez peut-être, suite à une de mes dernières vidéos, je vous ai montré comment on pouvait synchroniser sa photothèque entière de Lightroom Classic sur le cloud, mais uniquement en aperçu dynamique pour que ça ne compte pas dans votre espace de stockage. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vu. Et donc, petit clin d'œil aux membres qui se sont inscrits à ma formation Lightroom, vos photos partout avec vous, où justement vous me posiez la question de savoir si on pouvait redimensionner un aperçu dynamique avec une qualité suffisante. Eh bien, on va voir ça de suite. Donc, je vais exporter la photo, puisque je ne peux pas directement accéder à l'aperçu dynamique. Donc, pour ça, je vais opter pour paramètres personnalisés depuis Lightroom et je ne vais pas prendre du JPEG, mais un DNG par exemple. Voilà, exporter une photo. On va la mettre sur le bureau. OK, un message qui m'avertit que, évidemment, je n'ai pas la pleine résolution. J'en suis parfaitement conscient. J'ouvre la photo dans Photoshop 2026. Voilà, qui s'ouvre dans Camera Raw, puisque le DNG est tout de même un format RAW. Je clique sur Ouvrir. La photo fait donc bien 2560 pixels sur son bord le plus large, ce qui est la taille des aperçus dynamiques issus de Lightroom. Et ici, vous avez d'ailleurs un raccourci dans la fenêtre taille de l'image, ouvrir dans agrandissement génératif. Eh bien, on va en profiter. On va cette fois d'abord tester Firefly, qui nous permet de redimensionner jusqu'à 4 fois. Donc là, il nous dit que la sortie est trop grande parce que l'image de base est déjà fameuse. Donc, on va se contenter de 2 fois, ce qui nous ferait donc quand même déjà passer à une photo de presque 18 mégapixels. Beaucoup plus exploitable pour impression. Agrandir. Hop, c'est parti. Comme ça, vous aurez la comparaison entre le modèle Firefly
Topaz Gigapixel et Bloom. Alors, première chose qu'on constate, c'est qu'il y a un changement colorimétrique important et je suspecte que Firefly travaille en sRGB et que comme mon espace de travail par défaut dans Photoshop est Profoto, je pense que ça aurait fait pareil si vous étiez en Adobe RVB. Donc, ce qu'on va faire, on va recommencer, mais on va d'abord passer en sRGB. Donc, édition, convertir en profil, sRGB, OK. Donc là, je suis passé en sRGB, image, agrandissement génératif, Firefly, 2 fois, OK, agrandi. Eh bien non, ce n'est pas ce que je pensais. Donc il y a bien changement colorimétrique que je ne parviens pas à expliquer. Si vous avez une idée, eh bien, je vous invite à le mentionner en commentaire. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est passer juste le calque en mode luminosité, puisque là, du coup, ça n'impacte pas la couleur. Donc on va se contenter de la version normale, sans accentuation des détails. Alors pour ça, je vais venir importer le fichier original pour avoir un point de comparaison. Donc je vais le glisser dans le fichier upscaler, voilà. Donc vous voyez que même en 2 fois, c'est une sacrée augmentation de dimension, hein, de 2560 donc à une taille de l'image de 5120. L'image rentre 4 fois dans l'autre, hein. C'est ça qu'il faut également prendre en considération lorsque vous faites un upscale. Vous avez 4 fois plus de pixels en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, donc je vais en garder juste un comme modèle. Et on va faire la même chose cette fois avec les autres modèles. Donc image, agrandissement génératif. Cette fois, on utilise Topaz Gigapixel qui va m'autoriser également qu'un redimensionnant en x2. OK, agrandir. Voilà, on va copier le calque dans l'autre. Comme ça, on a un point de comparaison. J'aligne tout ça. Donc ici, c'est Topaz Gigapixel. Et on fait un dernier essai avec Bloom. Alors probablement que je vais devoir redimensionner l'image à la base. Je vais déjà essayer en 2 fois. Donc je vais la mettre à 50%. Je vous rappelle que Bloom n'autorise pas plus de 9 mégapixels. Donc là, je pense qu'on est déjà au-dessus, mais je ne suis pas certain. Donc on va vérifier. Image, agrandissement génératif. On choisit Bloom. Ah non, on va essayer en 4 fois. Ah, là, il nous dit c'est trop. Donc, on va encore redimensionner l'image à 50%. Hop. Alors, pour être sûr que ça n'empiète pas sur la qualité, on va le faire en une fois. Donc, je suis revenu en arrière. Et donc là, je mets 25%. OK. Image, agrandissement génératif avec Bloom. Créativité, on la met au minimum. On met x4. Et là, en fait, ça nous permettra que d'atteindre la taille de l'aperçu dynamique. Donc, on sait déjà maintenant, comme ceci, qu'on ne pourra pas redimensionner un aperçu dynamique en utilisant Bloom, puisqu'au final, on aura la même dimension. On va tout de même le faire, juste pour voir ce qu'il nous génère. Oula, il m'a fait des trucs chelous. Donc là, à la rigueur, le cycliste qui est devenu un peu cartoonesque, mais là, en toute franchise, même en ayant mis le curseur à 0, pour moi, là, c'est pas exploitable. Regardez ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, je ne testerai pas plus là, en tout cas pour cette photo-là. Donc, vous voyez que c'est assez aléatoire. On avait eu un relatif bon résultat avec la photo précédente. Donc, revenons ici et on va donc mettre en comparaison Topaz Gigapixel x2 et Firefly Upscaler. Donc, je vais cacher l'original. Donc, Firefly, on va l'éclaircir un peu pour la faire correspondre à l'autre. Donc, pour ça, je vais créer rapidement une sélection pour avoir les deux images visibles en même temps. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour moi prévisualiser. Donc, je vais créer un calque de courbe que j'écrète pour n'appliquer l'effet de luminosité qu'au calque qui est en dessous. Je viens ici et placer un point. Voilà, vous voyez du coup, les deux calques ont la même luminosité. Donc, ici, Firefly, on va zoomer à 100%, commande CTRL 1. Version Firefly, je trouve assez naturelle, on va voir l'original.
Donc vous voyez qu'il accentue également les détails hein, en upscalant, mais on est très naturel au niveau du fichier original, je trouve. Et on va voir la version Topaz Gigapixel. Là, c'est vraiment 100% fidèle. Regardez le visage ici. Donc, le redimensionnement par gigapixel sans modification des résultats. Ici, où il a accentué les détails. Donc là, par exemple, on a des trucs un peu chelous au niveau de l'œil. Mais rien ne vous empêche justement voilà, de combiner. Puisque à la base, le cycliste, il était flou. Vous voyez, il m'a même inventé un œil ici. Je n'avais pas remarqué de suite. Il a cru reconnaître un visage. Mais voilà, vous pouvez masquer, puisque au final, le cycliste ici, il est flou. Par contre, pour les personnages du fond, c'est pas mal, hein, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien entendu. Et donc, la version Firefly est clairement en dessous, hein. Voilà, bon, là, elle a conservé le personnage original. Par contre, c'est pas terrible du tout, je trouve. Donc, pour moi, le modèle Topaz Gigapixel est le plus utile, je pense, pour nous en tant que photographes, puisqu'il nous permet, par exemple, comme je viens de le faire, de redimensionner un aperçu dynamique en x2 sans devoir investir dans un logiciel externe. Alors, est-ce qu'on peut ensuite réappliquer une seconde passe, hein, je voyais votre question déjà venir, eh bien, je l'anticipe. Donc là, je suis en x2, donc on est à 5120 pixels. Eh bien, si maintenant j'essaye de relancer la commande, image, agrandissement génératif, eh bien non, je ne peux pas. Je vais sur Topaz Gigapixel. Je ne peux pas puisque l'image ferait 10 000, c'est même plus que le RAW original qui fait 8000 sur quelque chose. Et c'est pareil pour Firefly Upscaler, on ne peut pas. Mais est-ce qu'on pourrait, avec Camera Raw, qui contient la super résolution ou pas? Eh bien, testons. On va faire une copie, commande Alt Shift E, filtre, Camera Raw, détail. Eh bien non, malheureusement, puisque je ne suis plus sur le fichier RAW de base. Est-ce qu'on aurait pu le faire en entrée? Eh bien, testons. Fichier, ouvrir le DNG. Je vous rappelle que le DNG va s'ouvrir avec Camera Raw. Hop, et est-ce que là, du coup, on a accès à la super résolution ou pas? Eh bien oui, depuis l'aperçu dynamique que j'ai exporté en DNG, depuis Lightroom, j'ai pu donc agrandir ici en super résolution, ce qui me donne également un fichier de 5120 x 3414, soit 17,5 mégapixels. Donc on va l'ouvrir pour comparer avec le résultat obtenu. Donc c'est ici, dans ce document-là. Je maintiens Shift. Ah oui, j'avais converti en SRVB, ça n'est point grave. On va le convertir. Alors, donc ça, c'est le résultat de Camera Raw. Et là, en toute franchise, c'est pas top, hein. Quand on regarde de loin, ça semble bon, mais là, quand vous venez à 300%, vous commencez à avoir vraiment des choses bizarres là sur le mur. Il y a ces textures là qui sont vraiment, vous voyez, ces patterns ici. Alors que là, regardez, dans la version Firefly, on ne les a pas. Et dans Gigapixel, c'est beaucoup plus propre, même à la même échelle. Donc regardez, même si je zoome beaucoup plus loin. Donc c'est nettement supérieur à la super résolution de Camera Raw. Bien entendu, en partant d'un fichier aperçu dynamique de 2560 pixels, hein. Au rayon des autres nouveautés Photoshop 2026, c'est l'apparition d'un calque de réglage balance des blancs. Et oui, depuis le quart de siècle qu'existe Photoshop, il n'y avait toujours pas nativement un curseur de balance des blancs. Eh bien, c'est chose faite. Ils l'ont mis d'ailleurs tout en haut, tellement ils en sont fiers. Couleur et vibrance, qui était donc simplement l'ancien calque de réglage vibrance, qui n'avait que deux curseurs. Donc maintenant, il s'est vu upgradé avec 4 curseurs, dont les fameux curseurs température et teinte que vous pouvez retrouver évidemment également dans Camera Raw. Et donc, on peut maintenant désormais modifier la balance des blancs de manière très simple, puisqu'avant c'était possible également avec l'outil courbe, mais il faut reconnaître que c'était beaucoup moins évident. Donc voilà, un ajout bienvenu, comme quoi il ne faut jamais désespérer. Voici donc
Ce tour d'horizon assez approfondi de l'ensemble des nouveautés de Photoshop 2026. Mais maintenant, on va parler du sujet qui fâche, c'est les crédits génératifs. Parce que, vous l'avez constaté, toutes ces nouveautés, c'est de l'IA à gogo partout. Photoshop est dans la course folle de l'IA car c'est devenu une nécessité de survie pour Adobe de rester dans la course car toutes les applications de génération d'images deviennent de plus en plus performantes. Et donc, je peux tout à fait comprendre qu'évidemment, tout ça demande des ressources, les partenariats avec d'autres firmes, puisque Adobe n'arrive pas à développer d'aussi bons algorithmes que Nano Banana ou même Topaz, etc. Évidemment, tous ces accords partenaires se répercutent au final sur nous, les clients. Donc déjà, en plus d'avoir augmenté leurs tarifs, et non pas de peu, maintenant, vous allez tenter d'utiliser certaines de ces fonctionnalités, eh bien, ça va coûter des crédits, et pas un peu. Parce que là, en plus, Adobe rate complètement le coche en termes de communication, parce que vous allez retrouver des informations éparses. Donc, si vous allez sur cette page-là, dont je vous ai mis le lien en description, vous allez donc retrouver un tableau qui vous spécifie pour tel type d'utilisation et d'outils combien de crédits vont être consommés. Donc, comme on le voit ici, remplissage génératif utilisant les modèles, partenaires dans Photoshop, 10 crédits par génération, débruitage IA avec Topaz, netteté IA variable. Donc ça nous aide pas des masses. En gros, c'est entre 10 et 20 crédits, d'après ce que j'ai pu comprendre. Le nombre variant en fonction de la taille de résolution finale. Alors, pour encore bien compliquer tout le bazar, en fonction du type d'abonnement que vous avez, donc Creative Cloud Pro, donc ça c'est mon cas ici, l'abonnement à tout Creative Cloud, vous avez 4000 pour ce qu'ils appellent les générations premium, donc les fameux modèles partenaires, etc. Un accès illimité aux générations standards. Mais si, comme la plupart des photographes, vous avez formule Creative Cloud pour la photo avec 20 gigas, eh bien là, vous avez 100 crédits génératifs mensuels si votre abonnement avait été pris avant le 17 juin 2025 et plus que 25 pour les nouveaux abonnements. Donc autant vous dire qu'avec 25, vous n'allez pas faire grand-chose puisque, comme on vient de le voir, ces fonctionnalités utilisent de 10 à 20 crédits par génération. Et de plus, malgré déjà la complexité de ce tableau, on ne trouve pas, par exemple, des informations sur la commande harmonisée sur cette page, mais on la trouve sur une autre page décrivant donc l'outil harmonisé. Et ici, tout en bas, vous allez voir, voilà, cette fonctionnalité standard consomme 5 crédits par génération. Vous voyez, même quand il parle de fonctionnalité standard, le nombre de crédits varie en fonction de l'outil utilisé. Donc tout ça est vraiment, vraiment très opaque et en toute franchise mal communiqué de la part d'Adobe. Alors déjà, comment vous pouvez savoir combien de crédits il vous reste? Eh bien pour ça, il vous faut venir ici sur la maison pour arriver sur l'écran d'accueil et là, en haut à droite, vous avez le compte avec lequel vous êtes connecté. Quand vous cliquez dessus, normalement, voilà, vos crédits vont apparaître ici. Comme je vous le disais, moi je suis en Creative Cloud Pro, donc j'ai 4000 crédits, mais je suis déjà, rien que pour tourner cette vidéo, j'ai fait plusieurs essais, vous voyez que je suis plus qu'à 3375 crédits. Évidemment, vous l'avez compris, vous pouvez en acheter, donc on va aller voir par curiosité. Donc voilà, vous avez une petite idée des prix. En abonnement par mois, c'est 11 euros supplémentaires pour avoir 2000 crédits, 33 pour 7000. Bon, 50 000, c'est vraiment pour des studios publicitaires qui utilisent énormément l'IA. Mais donc, vous pourriez tout à fait vous situer dans cette zone-là et donc devoir suppléer en plus de votre abonnement mensuel à Adobe ce genre de somme pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités. Bien entendu, il n'y a rien qui vous oblige à les utiliser, mais on le voit avec ces nouveautés sorties lors de l'Adobe Max, on va vers un monde de plus en plus fonctionnalités IA partout, partout, partout. Ils ont, lors de l'Adobe Max, présenté l'avenir de Photoshop où on va prompter nos traitements, donc mets-moi de la lumière à gauche, retrécis-moi le personnage, etc. Et donc tout ça va consommer, évidemment, vous l'avez compris, des crédits à gogo. Donc voilà, mon but ici n'est pas d'être pessimiste, vous me connaissez, mais je tenais quand même à vous faire part de mon impression
Bien entendu, je continue à vous présenter toutes les nouveautés des logiciels parce que je suis également obligé de me tenir à la page, mais en toute franchise, de vous à moi, et même si je trouve que certaines fonctionnalités sont très intéressantes pour aller récupérer, par exemple, une vieille photo de famille pour pouvoir l'upscaler ou ce genre de choses, ou réduire le bruit, cette orgie d'IA partout me saoule un peu, pour être franc avec vous. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, je fais mon devoir de formateur de vous tenir au courant. Je vous le rappelle, rien ne vous oblige à utiliser tous ces modèles, mais je voulais juste que vous soyez conscient de ce que ça va générer. Je regrette vraiment qu'Adobe n'a pas mis un compteur plus clair ici directement dans l'interface de Photoshop qui vous annoncerait, voilà, ce que vous faites là va générer autant de crédits, etc. Donc pendant tout un temps, on ne voyait pas les crédits diminuer, mais maintenant, je peux vous assurer qu'ils se décomptent. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et pour tout de même conclure sur une note positive, quelle est la nouveauté Photoshop 2026 qui vous a bluffé et que vous comptez utiliser dans votre flux de travail? Dites-moi tout. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette très longue vidéo où j'ai fait de mon mieux pour vous présenter de manière approfondie cette vague de nouveautés. Dans une prochaine vidéo, je vous décrirai les quelques nouveautés apparues dans Camera Raw 18 et puis par la suite, toutes celles qui sont apparues dans Lightroom classique. J'ai du pain sur la planche. Merci encore pour votre fidélité et votre confiance et à bientôt. Ciao, ciao.